Nathalie Lacroix-Montazo est diététicienne nutritionniste à la Polyclinique de Limoges. Et à chaque fois que vous venez sur ce plateau, on parle de nutrition. Bien évidemment, c'est le cœur de votre métier. On a décidé aujourd'hui de parler du sel. Comme la respiration, finalement, j'ai envie de dire que le sel est indispensable à la vie. Il est vital. Il est vital, carrément. Oui, les liquides de nos cellules sont composés de sodium et de chlore. Et comme par hasard, c'est la composition du sel qui est du chlorure de sodium. Donc, Ça fait longtemps qu'on utilise le sel dans l'alimentation humaine. Alors le sel, on a commencé à l'utiliser à l'époque néolithique, au moment où l'homme a commencé à diversifier son alimentation et à avoir des besoins en sel un petit peu plus importants et à trouver le moyen de s'en procurer. Voilà. Donc, c'était quoi? C'était pour donner du goût? C'était aussi pour conserver? C'était pour conserver, oui. Conserver, ça conserve très très bien. Le réfrigérateur n'existait pas à cette époque-là, loin de là. Donc oui, il y a le sel a cette vertu bactéricide et donc utilisé largement dans l'histoire pour sa conservation, pour ses qualités de conservation. Il faut qu'on parle de la consommation de sel, Éric Charles, avec Nathalie, parce que là, ça fâche un petit peu. Allez, en moyenne, on consomme combien de sel par jour? La moyenne en France, c'est 8 grammes de sel consommés par jour. 9 grammes pour les hommes, 7 grammes pour les femmes. Alors, plus raisonnable. A priori. Sur le sel. Sur le sel. Après, les recommandations voudraient que pour les hommes, on n'en consomme que 8 grammes et pour les femmes que 6,5 grammes par jour. L'Organisation mondiale de la santé préconise une consommation moyenne de sel. Alors évidemment, c'est toujours compliqué parce qu'entre un pays en voie de développement et un pays développé, l'alimentation n'est pas la même, les produits que l'on consomme ne sont pas les mêmes. Donc évidemment, trouver une moyenne, c'est compliqué. Cependant, l'OMS donne une moyenne qui est de combien? 5 grammes de sel par jour. Alors que nos besoins physiologiques physiologiques sont encore plus bas, ils sont à 2 grammes de sel. C'est-à-dire que quand on en consomme 7 ou 8 grammes, on est largement au-dessus. On dépasse largement, oui. Donc, ça peut avoir des incidences. Vous, en tant que nutritionniste, vous voyez des patients qui consomment trop de sel, les gens, vous savez, qui remettent du sel avant même d'avoir goûté. C'est quoi les conséquences sur la santé? Les conséquences sur la santé, ça peut être déjà des troubles de la tension artérielle, les cas d'hypertension artérielle qui contribuent largement à la formation de l'athérosclérose, qui est quand même un facteur de risque dans les maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a aussi une incidence sur la fixation du calcium. Un excès de sel peut entraîner un défaut de calcium et puis, plus ou moins longue échéance, ostéoporose, avec un risque majeur de fracture, notamment chez les adolescents, les femmes ménopausées, les personnes âgées. Donc, sauf qu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'achètent que des produits transformés, voire surtransformés, que leur alimentation est un petit peu, industrielle, voire carrément industrielle. Ces produits-là, clairement, contiennent beaucoup trop de sel. Ils contiennent beaucoup trop de sel, mais cela dit, beaucoup d'industriels maintenant font l'effort de réduire leur composition en sel dans ces plats, utilisent d'autres je dirais, composants comme le glutamate ou le chlorure de potassium pour compenser le sel. Mais il est avant tout un exhausteur de goût. Donc si on veut relever les régimes les sans saveurs, sel, c'est pas terrible quand même. C'est pas bon. C'est pas bon, on est bien d'accord. ça moi, j'aime bien ce Nathalie Lacroix, elle est toujours hyper rassurante. Genre, moi, j'y vais vraiment, j'y vais à petits pas, vous avez remarqué, Eric, j'y vais tout doucement, genre, mode de régime, une baguette sans sel, pardon. Celui qui n'a jamais goûté une baguette sans sel, il faut qu'il fasse l'expérience. C'est pas bon. Et là, elle confirme dans nos positions, elle dit, ah non, c'est pas bon du tout. Pour certaines pathologies, c'est vrai qu'on est obligé d'appliquer ce régime sans sel à des niveaux plus ou moins stricts. Pour les insuffisants cardiaques, les personnes qui font des cirrhoses et qui décompensent, pour les personnes sous traitement corticoïde à haute dose. Et là, on est obligé. Là, on n'a pas d'autres moyens. Mais effectivement, et de faire passer auprès de ces personnes le fait qu'ils vont devoir arrêter le sel. Notre palais a tellement été habitué à consommer du sel. C'est comme le sucre. Les enfants qui consomment beaucoup de soda ont du mal après à boire un verre d'eau. Voilà. J'imagine que quand on a été habitué à consommer du sel, c'est pareil. On est habitué. Ça s'est inscrit en nous. Depuis l'enfance, c'est pour ça aussi que les recommandations dans l'alimentation infantile est vraiment d'abaisser le niveau de sel pour ne pas leur donner ce goût et l'amplifier au fur et à mesure. Mais bon, ils trouvent d'autres biais à certaines époques de leur vie, au moment de l'adolescence, pour consommer en quantité plus importante. Et clairement. Mais voilà,
éduquer des personnes à manger sans sel, c'est loin d'être évident. Donc on les oriente sur d'autres petites substances en cuisine comme les herbes aromatiques, les épices pour faire oublier le manque de sel. Et ça fonctionne, ça. Ça fonctionne plus. Il y a des choses les plus compliquées, l'éducation thérapeutique. Oui. Et alors, on parle de maladies très fréquentes. Enfin, on parle d'une maladie ou de facteurs de risque, mais l'hypertension artérielle, l'éducation thérapeutique, et je sais de quoi je parle, est très compliquée. Arriver à se restreindre en sel. C'est une question d'éducation. Là, on a vu des enfants qui apprenaient la méditation, apprendre à bien se nourrir. Ça fait aussi partie de l'éducation thérapeutique. Il faut quelqu'un à la maison qui économise le sel. Mettre du sel. Déjà, ne pas mettre de sel sur la table et d'ajuster juste au moment de la cuisson. Avant de goûter avant de ressaler. C'est parfois une habitude. Alors, il y a deux sortes de sel. Il y a le sel marin que vous connaissez, on va en parler dans un instant. Et puis, il y a le sel de mine, comme à Salis de Béarn. Il y a un magnifique musée, d'ailleurs, qui explique l'histoire du sel de mine. Le sel qui n'a rien à voir avec celui des marais salants sur l'île de Ré, sur l'île d'Oléron. Qu'est-ce que c'est que le sel de mine? On l'appelle aussi le sel de gemme. Le sel de gemme ou la halite, c'est issu de gisements fort riches en sodium, mais c'était à l'époque des zones de... Il y avait la mer avant. Et oui, c'était couvert par les océans, et au moment où ça s'est retiré, le sel s'est concentré, des couches de sédiments se sont mis dessus, et ce sel qu'on va dire terrestre est utilisé, comme le sel gemme, on l'utilise surtout l'hiver pour saler nos routes. Enfin, il n'a pas forcément... On l'utilise pas trop dans la cuisine? À ma connaissance, beaucoup moins que le sel marin, mais le sel a plein d'autres utilisations. Oui. C'est un musée qui en apprend aussi beaucoup sur une activité économique. Le sel, c'est aussi une richesse, évidemment, et une monnaie d'échange, et ça a permis à quelques régions de s'enrichir aussi beaucoup. Si vous voulez visiter ce musée, d'ailleurs, c'est à peu près une 50aine de kilomètres de Pau, et on en apprend beaucoup sur ce sel de mine. Alors, il y a celui-ci, et puis il y a maintenant le sel marin. Il y a le sel marin. Bon, là, c'est parfois un peu le Graal quand on parle de fleurs de sel, mais quand on a du sel fin, la fleur de sel ou du gros sel, on se dit, est-ce que tout ça, c'est la même chose ou pas? Pas tout à fait. Bon, alors, la base, c'est le sodium. Tous ces sels sont riches en sodium. La fleur de sel et le gros sel, alors surtout quand il s'agit en l'occurrence du sel de l'île de Ré, mais dans d'autres marais salants, même en Méditerranée. La fleur de sel, c'est la couche superficielle qu'on trouve sur les aires sonnantes. Elle est ramassée. Des cristaux très fins. Des cristaux très fins. Un pouvoir, on va dire, salant moins important. Alors que le gros sel, lui, il est ramassé. C'est le sel qui se trouve au fond des... Lourd, alors. Oui, qui est au fond des aires sonnantes, et notamment le sel de l'île de Ré a cette couleur grise parce que l'argile a coloré un petit peu ce sel. Donc la fleur de sel comme le gros sel n'ont pas subi de traitement. Ils sont bruts. C'est brut, c'est à l'état pur, et ils ont une richesse en minéraux qui est assez intéressante. Leur richesse en magnésium, potassium, calcium, fer, manganèse en font des alliés pour la santé. Est-ce qu'on les utilise de la même manière en gastronomie ou en cuisine? La fleur de sel, on va plutôt l'utiliser à la fin, au moment de consommer, quand votre plat est prêt. Juste la petite pointe de fleur de sel. Le petit goût, alors que le gros sel, on va plutôt l'utiliser au moment des cuissons. Et le sel fin? Alors le sel fin, lui, c'est un sel qu'on va dire raffiné, qui a subi des traitements. On a une pureté de sel qui est à peu près de 99%. Il est bien blanc, lui, par contre, puisqu'il a subi plusieurs traitements. Et ce sel fin peut être même enrichi en iode ou en fluor. Mais ça ne vient pas de sa composition naturelle, c'est des enrichissements artificiels. Je n'ai jamais compris pourquoi sur un pot de sel, il y avait marqué enrichi en iode ou enrichi en... Parce que tout simplement, enrichi en iode, c'est autorisé depuis 1952. C'est pour pallier un petit peu au dysfonctionnement de la thyroïde. Voilà. Et le fluor, c'est la meilleure prévention pour la carie dentaire. Donc le sel étant consommé par l'ensemble de la population, c'était un moyen. C'est juste un porteur de supplémentation et pour favoriser la prévention contre les caries. Bon, j'ai appris un truc, au moins comme ça. Non, c'est bien parce que vous voyez cette émission-là, après on va dans les dîners en soirée, en ville, et on dit tu sais pas quoi, tiens, prends du sel. Oui, il est enrichi en iode. Oui, je l'ai appris dans Ensemble c'est mieux, vous racontez l'histoire, tout ça, vous dites que c'est Nathalie Lacroix-Montazo. Non, vous pouvez briller dans les soirées. Le sel, la fleur de sel, le gros sel, et maintenant les produits de substitution.
On en trouve comme les petites sucrètes pour le sucre. Vous trouvez le faux sel. Voilà. Faux sel, voilà. Oui, ce que nos patients nous disent, j'ai du faux sel. J'ai du faux sel. Ok, c'est du chlorure de potassium. Bon, il n'a pas tout à fait le même goût salé. Hein. Il faut même, ils en abusent un petit peu d'ailleurs aussi pour rattraper. C'est-à-dire qu'on en met plus. Alors du coup, si on en met plus, est-ce que vaudrait mieux pas baisser la consommation de sel plutôt que mettre des produits de substitution? Oui, on a le même débat sur le sucre, donc voilà. Mais ça peut aider les personnes à passer ce cap difficile de l'alimentation sans sel. Après, vous avez le glutamate de potassium qui, pareil, a tendance à donner une saveur salée. Dans quel cas, Nathalie Lacroix-Montazo, on utilise ces substituts? L'industrie agroalimentaire les utilise pour compenser ce que je vous indiquais tout à l'heure. Pour compenser, ils abaissent le niveau de chlorure de sodium et compensent d'autre part avec ces produits pour garder à peu près le même niveau de sel qu'attendent les consommateurs. Hein, parce qu'il y a quand même... C'est-à-dire qu'ils peuvent nous marquer sans sel ajouté ou 25% de sel en moins, voilà, mais en même temps, il y a des substitutions à côté. Mais ils essaient de... Bon, il y a quand même beaucoup d'efforts de fait pour réduire le sel, hein, de manière générale. Auprès des industriels, on reçoit régulièrement des informations en ce sens, nous, en tant que nutritionnistes. Alors justement, allez, on va conclure sur les recommandations de notre nutritionniste, Nathalie Lacroix-Montazo. Pour ceux qui aiment le sel et qui veulent prendre soin de leur santé, on rappelle juste les recommandations de l'OMS. Pour les messieurs, pas plus de 8 grammes par jour. Pour les dames, pas plus de 6,5 grammes de sel par jour, mais c'est assez vite fait. Hein, Et pour les enfants? On est sur 6,5 grammes, mais on pourrait descendre un petit peu plus, hein, autour des 4 à 5 grammes de sel ajouté, ça ne serait pas plus mal. Votre conseil de nutritionniste, c'est de baisser, de quoi qu'il en soit, notre consommation de sel? Tout à fait, mais vous avez des aliments, malgré tout, qui vont vous en apporter, et qui en contiennent naturellement. Hein, oui. 6 huîtres, 1 gramme de sel. Oui, parce que j'ai une question, comment on fait pour savoir qu'on a pris 5 non. grammes? Si, non, mais déjà la dernière fois vous m'aviez dit les crustacés c'est pas bon pour votre cholestérol. Là vous me dites 6 huîtres, 1 gramme de sel. J'insiste un peu plus. Oh non, mais moi s'il me reste que le pain et le beurre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le pain c'est 80 grammes. Allez, de pain, 1 gramme de sel et vos 30 grammes de fromage, 1 gramme de sel aussi. Donc on est déjà sur... et puis sur son beurre, il y a du cholestérol. Voilà, en plus. Donc, bon, ça va, je suis pas... Et du beurre salé avec les petits cristaux de sel dedans. Ce qui croustille. En fait, tous les deux, vous avez décidé de gâcher l'ambiance. C'est ça l'idée. Hein. Et la vinaigrette, si on mange que de la salade qui est salée, faut pas non plus. Bon, en gros, tout ça, mais raisonnablement. On est d'accord. 6 huîtres, mais si le soir, on fait gaffe. S'il n'y a rien d'autre à côté de trop salé, ça passe. Si le soir, on ne se fait pas un plateau de charcuterie. Ou un plateau de fromage pour accompagner. Parce qu'il y a du... c'est Madame Plus. Faites attention à ce que vous mangez correctement. En règle générale, on arrive à faire passer ces recommandations, mais le tout est de laisser la salière dans le placard. Voilà. La salière dans le placard ou juste à côté de votre plan de travail et de cuisson, mais pas sur la table. C'est la recommandation pour éviter de consommer trop de sel de Nathalie Lacroix-Montazo. Merci beaucoup.